Messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver sur Walf TV pour cette deuxième et dernière partie de votre numéro de ce samedi d'Actu en 7 qui a le plaisir de recevoir Alioune Sow, journaliste, analyste politique, et Bakary Domingo Mané, journaliste formateur. Alors Bakary, on va parler de l'affaire Aïda Diallo, du nom de la veuve de Serigne Cheikh Béthio Thioune, elle qui a occupé l'actualité pendant toute cette semaine de Magal, et on a l'impression que à chaque jour un nouvel épisode. Alors, comment est-ce que d'abord vous appréciez la couverture médiatique que la presse a fait de cette affaire? Parce que pour beaucoup, la presse en a trop fait. Oui, moi je pense que d'abord moi cette dame, excusez-moi, je la connaissais pas avant, donc c'est à partir du Magal de Touba que vous l'avez découvert. Voilà, que je l'ai découvert quand certains confrères vraiment ont mis au devant, disons, voilà, les informations la concernant. Moi, je pense que il est bien de donner de l'information utile, n'est-ce pas, aux populations. Quand c'est pas utile, c'est pas la peine vraiment de s'y pencher. Or, j'ai l'impression que cette dame a bénéficié de plutôt vraiment d'une opération de communication. C'est comme ça que moi je vois les choses, d'une opération de communication dans cette affaire. Voilà, parce qu'on l'a d'abord montré comme héritière, d'abord, n'est-ce pas, de Cheikh Béthio. Or, on sait qu'il y a ce tiraillement-là entre le fils, n'est-ce pas, du défunt, et n'est-ce pas, elle. Et elle n'est pas la seule veuve d'ailleurs. Pourquoi elle? Pourquoi pas les autres? Donc, c'est ça la vraie question. Et j'ai eu dire que, oui, elle aurait beaucoup d'argent. Ouais. Hein, voilà, donc elle aurait beaucoup d'argent. Je ne sais pas comment elle a eu, c'est pas important. Mais je peux dire que, comme dans ce monde-là, c'est l'argent qui gouverne, on peut être tenté de comprendre pourquoi aujourd'hui une certaine presse, je dis bien, vraiment s'attarde sur cette dame. Voilà. Et deuxièmement, par rapport aux informations qu'on a données, en disant que oui, disons, elle a baptisé, n'est-ce pas, des enfants, elle a scellé des mariages. Même quand je vois encore certains proches démentir, n'est-ce pas, cette information par son propre canal en disant que oui, elle a démenti quand elle était devant le calife. Bon, de toute façon, ce que j'ai constaté, c'est que la presse l'a relayé. Elle l'aurait démenti, hein, voilà. Et ensuite, voilà quoi, donc le coup de fil qu'elle aurait passé, disons, au calife, donc relayé, n'est-ce pas, par la presse, et ensuite le pardon qui est venu, et ensuite son exil. C'est ce qui étonne. Voilà. Donc, depuis presque une semaine, vraiment, la presse ne fait que vraiment parler, ou du moins une certaine presse ne fait que parler, n'est-ce pas, de cette dame. Mais finalement, moi je dis, ces informations qu'on donne, quelle utilité, n'est-ce pas, pour le peuple, en réalité? Est-ce qu'on n'est pas en train de nous divertir, donner vraiment une importance à une chose qui n'en est pas une? Voilà. Est-ce que dans cette affaire, la presse a joué son rôle? Quand on voit par exemple que l'affaire a commencé dès que la dame s'est déplacée au Mali pour acheter des bœufs et je ne sais pas quoi encore. Ensuite, on l'a accompagnée jusqu'au Magal. Des équipes de télévision et de certains sites internet ont passé des journées et des nuits à Ngabou rien que pour elle. Est-ce que c'est cela le métier de journaliste que nous avons choisi quand même? C'est pourquoi je vous disais qu'elle a surtout bénéficié de mon point de vue d'une opération de communication. Elle a bien fait ça comme. Ah oui, elle a bien fait, très bien fait ça comme. Je vous l'ai dit, l'argent gouverne ce monde. Vous avez de l'argent, vous pouvez tout avoir. Cette dame, si elle était comme les autres veuves, personne ne la connaîtra. Parce que, dit-on qu'elle a de l'argent, l'argent de son défunt mari, dit-on, je ne suis pas sûr. Mais dans tous les cas, il paraît qu'elle a de l'argent. Donc, je peux comprendre aujourd'hui qu'elle puisse bénéficier d'une telle couverture. Donc pour moi, qui va au-delà de la simple information qu'on donne, mais il y a une sorte de manipulation pour faire accepter une figure vraiment à tous les Sénégalais. Donc c'est cela. Quand je vois vraiment certains qualificatifs utilisés par certains confrères, non, mais qui vous parle de sa beauté, vraiment avec un langage vraiment qui frise de mon point de vue, vraiment, voilà quoi. Donc pourquoi on ne parle pas de ce qui est dans sa tête? Pourquoi disons, se limiter simplement à l'épiderme, elle est belle, elle est ceci, mais attends, là, mais pourquoi alors
Mais c'est pourquoi je vous dis, de mon point de vue, j'en ris quand je vois certains commentaires, certains papiers sur la dame, j'en ris, même si il faut dire qu'elle n'a pas toujours bénéficié aussi de tout ce qui est positif. Oui. Mais de l'autre côté aussi, les gens ne sont pas l'ont chargé. Mais l'un dans l'autre, bon, c'est ça aussi le revers de la médaille. Est-ce que vous êtes, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes journaliste et formateur. Quand vous formez des étudiants en journalisme, est-ce que quand on prépare une rédaction à couvrir un événement comme celui-là, à parler d'un fait comme celui concernant Aïda Diallo, parce que là, c'est une affaire de Khalifa qui est en train de discuter, est-ce que ce n'est pas aux journalistes de faire cet effort, de comprendre d'abord comment est-ce que le Khalifa est géré dans ces familles-là? Est-ce qu'une femme a le droit d'être Khalif dans telle ou telle famille avant de tympaniser les Sénégalais pour une chose qui ne doit en fait pas exister? Voilà, c'est ça malheureusement dans ce pays. Certains, je dis bien certains, hein, c'est pas tout le monde. Certains confrères sont dans le confort vraiment du civisme, quoi. Voilà, donc les autres ont fait, j'ai fait la même chose, et les gens sont dans une opération, dans une quête permanente, n'est-ce pas, de ce que j'appelle le buzz. Hein, on veut vendre, il y a une logique, n'est-ce pas, si vous voulez, une logique, disons, commerciale derrière, qui fait que, bon, on va prendre des broutilles qu'on va donner, n'est-ce pas, à l'opinion. Mais l'un dans l'autre, de mon point de vue, ce qui s'est passé, c'est qu'un bon journaliste se pose les vraies questions. C'est quelqu'un d'abord qui maîtrise la sociologie de son pays. C'est quelqu'un qui maîtrise aussi, plus ou moins, même s'il ne le maîtrise pas, parce que l'autre journaliste, il cherche à savoir pour faire savoir. Donc, le Khalifa, comment ça se fait? Comment on transmet, comment on fait le choix, et ainsi de suite. Est-ce qu'une femme peut diriger, n'est-ce pas, des hommes et consorts? Donc ça, c'est les vraies questions que le journal doit pouvoir poser. Parce que j'ai vu des gens prendre vraiment carrément se ranger du côté de la dame, en disant, oui, elle est Khalif, elle est ceci, voilà. Alors qu'en réalité, l'islam, n'est-ce pas, ne cautionne pas cela. Donc les vraies questions n'ont pas été posées. Mais malheureusement, j'ai dit, c'est là où je vais terminer. Souvent, il y a certains confrères qui pendant ces événements religieux, sont plutôt vraiment dans une posture carrément de talibé. Absolument. Et il n'y a pas la distance nécessaire. Voilà, vraiment, cette distance critique-là n'existe pas. Voilà, donc, parce qu'on va vous parler, oui, elle a tué le nombre de bœufs, oui, elle a fait ceci, mais alors, voilà, est-ce que c'est ça l'information? C'est pas ça l'info, quoi. Donc, allons chercher l'information, allons chercher ce qui est utile, vraiment, et même la confrérie là, les Tchantakoun. Aujourd'hui, est-ce que dans la hiérarchie mouride, est-ce qu'on les voit dans la hiérarchie? Voilà, ça, c'est les vraies questions, n'est-ce pas, qu'on doit se poser. Qu'est-ce qui représente dans cette hiérarchie? Les Tchantakoun ne sont pas à la périphérie, n'est-ce pas, du mouridisme. Donc, les vraies questions là, on les laisse et on va nous parler de nombre de bœufs, n'est-ce pas, qu'elle a immolé, ainsi de suite. Non, ça fait pas ça. Alisso, est-ce que il y a cette affaire Aïda Diallo, on a vu ce que la presse a fait comme couverture. Bakary a bien fait de le relever. D'ailleurs, heureusement que ce n'est pas toute la presse. Mais on remarquera quand même que pour des événements sérieux, même parfois en politique, on a l'impression que la presse participe plus à en faire de la comédie, à en faire des événements people, plutôt que de parler de Sénégalais, des choses qui ont quand même un impact direct sur leur quotidien. C'est une question de choix, surtout parce que, en mon sens, il y a de l'argent et il y a beaucoup d'argent à ce niveau-là. Rappelez-vous que, une fois, vous l'avez signalé, Monsieur Mané, que Aïda Diallo, Sorna Aïda Diallo, n'était pas la seule épouse de feu Serigne Cheikh Béthio Thioune. Non seulement elle n'était pas la seule, mais aussi quand Serigne Cheikh Béthio est parti, eh ben, les deux autres épouses de Serigne Cheikh Béthio, à savoir Sorna Bator et Sorna Adja Saliou, sont partis rejoindre, justement, ont reconnu la chefferie de Aïda Diallo. Alors donc, est-ce que c'est parce que c'est Aïda Diallo qui détient les cordons de la bourse que forcément elle a le contrôle de tout. Non seulement elle a le contrôle d'une partie des talibés de Serigne Cheikh Béthio Thioune, mais elle a aussi justement le contrôle d'une partie de l'argent de Serigne Cheikh Béthio Thioune, parce qu'il est dit assez communément que Sorna Aïda Diallo était extrêmement proche était l'épouse apparemment qui était la plus proche de Serigne Cheikh Béthio Thioune. C'est avec elle justement que monsieur partait, Serigne Cheikh Béthio partait acheter justement les bœufs, etc., les chameaux, voyager, partait à l'étranger. C'est elle justement qui détenait beaucoup de secrets par rapport
rapport à son défunt mari. Donc forcément, quand ce monsieur est parti, elle a continué à détenir certaines forces par rapport justement, certaines forces que son mari lui avait apparemment cédé pendant qu'il était vivant. Donc je crois que Aïda avec le décès de son mari est partie en confiance pour se rendre compte que justement elle était l'incontournable, il faut oser le dire, de son défunt mari, et que finalement il n'y a aucune raison qu'elle ne poursuive pas certains vœux de son mari. Finalement elle s'est trompée, parce que dans cette hiérarchie justement, même si c'est pas véritablement bien catalogué, dans cette hiérarchie une femme ne dirige pas, même si c'est chez les Tchantakoun, une femme ne dirige jamais dans la religion musulmane, une femme ne dirige pas une prière, une femme ne fait pas de baptême, etc. Enfin bref, une femme doit être derrière. Une femme ne doit même pas élever trop la voix, etc. Donc une femme, c'est derrière son mari. Donc il se trouve que c'est pas du tout le cas. Qu'est-ce qu'elle a envie véritablement? C'est ça la vraie question. Aïda Diallo, qu'est-ce qu'elle veut? Pourquoi elle fait tout ce chamboulement-là? Qu'est-ce qu'elle a envie? Elle a besoin d'utiliser son argent pour faire quoi? Pour se faire reconnaître, ou tout simplement une stratégie simple de communication qui pourrait justement, je sais pas moi, qui pourrait passer sur autre chose après, j'en sais rien. Parce que finalement, elle doit bien se rendre compte quand même, cette dame, qu'elle ne peut pas être guide des Tchantakoun, surtout que son défunt mari a un fils qui s'appelle Serigne Saliou Thioune Gueule Tapée, qui est censé théoriquement le remplacer. Surtout que lui, il a eu à le dire dans une certaine communication. Mais justement, Aliou Sow, Aïda Diallo, elle peut faire ce qu'elle peut faire. Enfin, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Mais est-ce que la presse a le droit, comme le disait Bakary, le droit de contribuer justement à amplifier cette affaire-là? La presse a le droit de certainement faire ce qu'elle veut, parce que tout simplement, à un moment donné, quand on est dans un système quand même, on est dans un pays qui s'appelle le Sénégal, un pays en voie de développement, un pays pauvre si je puis dire, voilà, avec des difficultés, etc., dans tous les domaines d'intervention, notamment dans le milieu de la presse. Forcément, il y a des gens, des journalistes, des gens de la presse qui ont des difficultés pour arrondir les fins de mois, si je peux le dire comme ça, et forcément, des fois, ils ont envie d'être tentés un petit peu par rapport à l'argent, justement, c'est tout. Et donc, finalement, je vous donne de l'argent et vous assurez ma communication. Si c'est fait, ça peut être fait d'un côté parce que l'autre donne l'argent, et puis d'un autre côté aussi parce que l'autre donne son savoir. Savoir, entre guillemets. L'essentiel, c'est de transmettre l'information. Et dès l'instant que l'information est transmise, je crois que le boulot est accompli, et puis finalement, tout le monde est content. Et le journaliste, cette partie de la presse-là, justement, qui joue le jeu, et puis la dame aussi, qui avait envie, justement, d'étendre ses tentatives. Justement, cet effort de vérification de l'information, Bakary l'a évoqué tout à l'heure, on est dans une affaire où chaque jour, avec de nouvelles informations, parfois on donne des informations sur une dame qui elle-même dément dès le lendemain. Et ce matin, j'ai lu dans la presse que finalement, elle ne part plus en exil, alors qu'on avait écrit dans la presse qu'elle avait déjà pris l'avion. Est-ce qu'aujourd'hui, le problème de la presse sénégalaise, ce n'est pas de faire justement cet effort de vérification sur toute chose? Ils n'ont pas les moyens de le faire, Moustapha. Ça justifie tout? On n'a pas les moyens? On n'a pas les moyens, on ne fait pas bien le boulot. Quel que soit le travail d'ailleurs, il n'y a pas spécialement le côté de la presse qui serait intéressant. Non, c'est à mon sens partout, surtout dans les pays en général sous-développés. On a du mal à bien faire son travail tant que les conditions ne sont pas réunies. D'abord, les conditions de confort. Un journaliste doit être dans une position assez... Il y a le minimum incompressible que le journaliste doit avoir pour pouvoir accomplir normalement son travail. Est-ce que c'est le cas au Sénégal? Je ne le pense pas. À mon sens, les 3 quarts, 90%, si je veux être méchant, des journalistes ne sont pas dans les conditions pour bien faire leur travail. Donc forcément, ils deviennent naturellement des attrape-nigauds. Est-ce que ça justifie tout? On n'a pas les moyens, on ne vérifie pas, on donne les informations que l'on veut. Là, je ne suis pas d'accord avec Aliou Sow, parce que si vous dites on n'a pas les moyens de vérifier, ne donnez pas l'enfant. Abstenez-vous, n'est-ce pas, donner l'information. Mais ça, c'est la déontologie qui en parle. Bien sûr, bien sûr. Parce que quand moi j'entends quelqu'un, un coup de fil par exemple, on me dit, oui, Sokhna Aïda Diallo a préféré maintenant quitter le Sénégal, elle va en exil. Oui. C'est pas difficile à vérifier, ça. On m'a donné l'info. C'est une personne que je n'ai même pas identifiée au téléphone qui m'a donné l'info. Moi, journaliste, j'ai l'obligation d'aller chercher les contacts de Sokhna
Si je n'ai pas ces contacts, dans son entourage immédiat, il y a quelqu'un dont j'ai les contacts, je me débrouille pour avoir ces contacts-là, pour vérifier l'information. Sinon, je n'informe pas. Oui, nous avons appris que, est-ce que les choses se passent comme ça? Si la personne confirme, on dit, toi, vous êtes qui? Voilà, quel est votre rôle dans l'entourage, n'est-ce pas, de Sokhna et consorts. Donc, on s'assure d'abord que la personne qui parle est effectivement dans l'entourage. Donc, c'est ça que les gens ne font pas. C'est vrai que ça fait prendre du temps. Ça prend du temps et les gens sont pressés de donner tout de suite l'information et d'être le premier sur une information. C'est ce qui mais c'est ce qui étonne Bakary, c'est que et Bakary, de pouvoir vendre aussi assez rapidement. Oui, Voilà, mais justement, si c'était la presse, l'audiovisuel, j'aurais compris. Voilà. Pour la radio, il faut aller très vite, pour la télé peut-être. Mais pour la presse écrite quand même, c'était plus sérieux que ça. On n'a pas d'excuses. 24 heures vraiment pour vérifier. Il faut bien vendre le quotidien. D'accord. Mais pour bien le vendre, on le vend avec de bonnes infos. L'essentiel, c'est de le vendre. Après, le reste, on verra. Il y a des informations qui viennent qu'on peut, disons, cataloguer. Informations. Par exemple, quand on nous dit cette dame est khalife. Je ne sais pas comment. Donc voilà, elle est khalife des Tiantakon. C'est de l'information. Parce que c'est pour la première fois, en tout cas dans l'histoire, si je ne m'abuse, là où si je mets des pincettes, qu'une femme vraiment est khalife des Tiantakon. Ça, c'est de l'information. Allons vérifier si c'est avéré. Deuxièmement, si on nous dit, oui, elle a baptisé, elle a scellé des mariages. Mais ça, c'est de l'info. Oui. Mais de l'information, il faut qu'on aille vérifier. Absolument. À la source. Absolument. On va voir la dame. Elle est là, elle est au Sénégal. Débrouillons-nous. Allons voir. Interrogeons-la. Surtout que si elle fait ça, elle le fait en public. Voilà. Hein, si donc on ne peut pas le assister à faire, ça. on doit s'abstenir. Alors, il y a autre chose également qu'on a remarqué dans cette affaire Bakary Domingo Mané, c'est que le rapport que la presse doit avoir avec les réseaux sociaux. On a entendu une voix de la dame Aïda Diallo sur un groupe WhatsApp qui, à mon avis, est un groupe privé, parce qu'un groupe WhatsApp, quand même, c'est pas accessible à tout le monde. Alors, elle a fait un enregistrement audio, envoyé certainement à certains de ses talibés, je mets des guillemets, et cet enregistrement audio-là s'est retrouvé sur des sites internet bien visités au Sénégal. Est-ce que le journaliste a le droit de prendre un enregistrement privé et de le mettre comme ça sur Je pense que c'est ça qui complique. Les réseaux sociaux aujourd'hui compliquent notre travail. Le travail est de plus en plus compliqué parce que il faut aller vite. Hein, voilà, donc voilà, les choses s'emballent vite, donc il faut aller. Donc les réseaux sociaux, souvent on a de l'information, on met cela. Et malheureusement, il y a une partie de l'opinion qui attribue ça aux journalistes. Oui. Ce ne sont pas les journalistes la plupart. Même dans l'affaire, n'est-ce pas, Aïda Diallo. La plupart du temps, il y a beaucoup d'infos qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Après, il y a la presse en ligne, et puis quelle presse en ligne aussi. Parce qu'il faut le dire, il y a à boire et à manger. Je sais qu'il y a une vraie presse en ligne sérieuse qui ne va jamais faire ça. Mais il y a des noms comme ça qui circulent de sites vraiment voilà, qui ne sont pas sérieux du tout, n'est-ce pas, qui prennent souvent ces informations-là. Et voilà, et aujourd'hui, les réseaux sociaux, voilà, donc disons, ventilent ces informations à qui veut les voir et qui veut les entendre. Malheureusement, les gens ne font pas le départ entre ces informations qu'on trouve sur la toile et les vraies informations traitées. Quand je parle de traitement de l'information, ça veut dire qu'il y a un professionnalisme. C'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui recoupe. C'est quelqu'un qui va voir est-ce que la source est bien identifiée. Est-ce que ce que dit la source est vraiment... voilà. Donc, toutes ces précautions, le vrai journaliste les prend. Malheureusement, ce qui se passe à la toile, c'est pas ça. Quelqu'un a dit, c'est vraiment... On amplifie des rumeurs. Souvent, on passe sur la base des rumeurs. On les amplifie sans pour autant prendre la peine vraiment de vérifier vraiment la source. Le problème de la presse, hein, et l'affaire Aïda Diallo l'a vraiment démontré à lui seul, c'est que très vite on convertit la rumeur en information, comme le dit Bakary Domingo Mané. Mais aujourd'hui, au-delà de ces questions d'éthique, de déontologie, est-ce qu'il n'y a pas simplement à rappeler à nos confrères quand même, sans leur donner de leçons, parce qu'on n'a pas la prétention de leur donner des leçons, qu'il y a quand même ce qu'on appelle une éthique de responsabilité qui doit engager chaque journaliste quand on donne de l'info. C'est vrai que oui, l'éthique en même temps toujours. Comment va l'éthique avec l'argent? C'est ça la véritable question. Vrai problème. Oui, je crois que le niveau de l'éthique dans la presse en général ou dans le journalisme, je crois que c'est proportionnel au niveau de développement du pays.
Les conditions financières, encore une fois, il faudrait en parler. Ceux qui veulent écrire très rapidement, comme ça, transmettre l'information, c'est certainement pour gagner de l'argent. C'est pour être le premier, mais être le premier, c'est surtout pour gagner. Pourtant, Aliou Sow, il y a dans ce pays certains de nos confrères, je ne vais pas citer de nom, qui sont dans des quotidiens, dans des sites internet très sérieux, qui ne sont pas les mieux payés de ce pays, mais qui vous fait un travail de professionnel tous les jours. Si ça avait été la généralité, on n'en aurait peut-être pas parlé. On n'en aurait peut-être pas parlé, mais c'est parce que c'est d'une exception. Il se trouve qu'en général, regardez tout ce qui se passe, même dans la presse, dans le papier, dans les quotidiens, de jour, on voit aussi des enfants. Moi, l'histoire de Aïda Diallo, là, qui parlait des baptêmes, etc., j'en ai vu dans la presse à papier. Donc, comment cela se fait-il? Est-ce que ceux-là ont fait le boulot, le travail que vous leur avez appris à l'école, monsieur Manet? Je ne pense pas qu'ils l'aient fait. Alors, qu'est-ce qui fait que, si ça se trouve, ils le savent. Ils savent comment ils doivent faire pour bien faire le travail. Mais des fois, ils s'y intéressent pas trop parce que tout simplement, ils ont d'autres priorités. Moi, je crois qu'il faut qu'on ose se dire la vérité. C'est parce que, en général, je dis bien en général, je ne parle pas des exceptions puisque ça n'intéresse personne. En général, c'est parce que ils sont dans des situations assez difficiles financièrement, ce qui fait qu'ils ont envie de gagner de l'argent. De gagner de l'argent, pas forcément même de gagner de l'argent, mais surtout de survivre dans leur métier. Et ça, c'est important et c'est à retenir. Je peux vous leur apprenez le travail, ce qu'il y a à faire dans ce métier-là. C'est vrai, ils font bien leur travail, ils ont des bonnes notes, ils ont l'examen, ils ont le diplôme, après ils vont chercher du boulot et ils font carrément autrement. Pourtant, dans notre pays, comme il faut le reconnaître, il y a de plus en plus de journalistes qui gagnent bien leur vie et qui sont dans ce métier quand même. L'argent, c'est vrai, mais on peut gagner sa vie dans la presse. Oui, c'est ce que je suis en train de vous dire. Je voudrais simplement signaler qu'il n'y a pas de contradiction. À observer les règles d'éthique et avoir de l'argent. Absolument. Donc il n'y a pas de contradiction à ce niveau-là. Il se trouve que, contrairement à ce que Aliou Sow dit, moi je pense que c'est la majorité. Parce que c'est la majorité qui observe et il y a une minorité, n'est-ce pas, qui se fiche, excusez-moi du terme, éperdument, pardon, n'est-ce pas, de l'éthique. Parce que eux, ils se disent, nous sommes venus chercher de l'argent, on va chercher qu'il pleuve, n'est-ce pas, ou qu'il neige. Malheureusement, comme on le disait l'autre, le tonneau vite fait beaucoup de bruit. Voilà, donc ce sont ces gens-là qui font du tort, aujourd'hui à la majorité, n'est-ce pas, des journalistes, qui sont dans les rédactions, qui recoupent les informations, qui les vérifient. Malheureusement, ils sont mal payés. Pourtant, ils continuent toujours vraiment à observer, n'est-ce pas, ces règles d'éthique. Maintenant, il y a une minorité maintenant, en marge, n'est-ce pas, de cette majorité, aujourd'hui, qui ont fait le pari, eux, de dire, moi, je veux gagner de l'argent, vraiment, que ça plaise ou non à certains. L'éthique, c'est pas leur problème. Parfois, même quand vous les critiquez, la morale, c'est pas leur problème. Quand bien même il vous arrive vraiment de les appeler pour leur dire, mais boy, écoute, pourquoi tu as fait ceci? Ben attends, c'est des... Voilà, donc on vous attaque. Donc ça, tout le monde le sait. Et voilà quoi. Donc, mais vous pensez avec ce succès retentissant qu'a eu justement la communication de Sokhna Aïda Diallo, ce succès retentissant, vous pensez que c'est parce que c'est une minorité qui en a parlé, mais pratiquement tout le monde en a parlé. Moi j'en ai entendu parler de partout, dans le papier, oui, mais toute la presse n'en a pas parlé de la même manière. Oui, mais mais dans les deux sens, on en a parlé. En tout cas, comme vous l'aviez dit à l'entame de l'émission, Aïda a réussi sa communication. Donc ça voudrait dire que ça a marché. On ne peut pas réussir une communication avec une minorité de journalistes qui transmettent l'information. Très bien. Alors, peut-être que la nouvelle convention collective va permettre de régler ces petits problèmes parce qu'il y a quand même à faire des efforts à ce niveau-là. Alors, reparlons politique très rapidement, Aliou Sow, pour boucler ce numéro d'Actu en 7 avec Abdoulaye Wade et Macky Sall. Il y a eu deux rencontres. D'abord, Massalikul Djinan, ensuite la rencontre du Palais de la République. Et on se disait que, tiens, peut-être qu'ils vont discuter de l'affaire Karim Wade. Il pourra rentrer au pays très rapidement. Mais ce qui a quand même étonné Aliou Sow, c'est que cette semaine, deux magistrats ont été relevés de leurs fonctions pour avoir dit que l'État du Sénégal s'engageait à réhabiliter Karim Wade. Finalement, c'est à ne rien y comprendre dans cette affaire.
C'est curieux. Hein. Si on vous pose la question, je reste bouche bée parce que je me dis, mais par où je vais commencer? Voilà, il se passe quelque chose le 27 septembre, lors de l'inauguration de la mosquée de Massalikul Jinan. Bon, Abdoulaye Wade qui s'est retrouvé avec Macky Sall, après 7 ans de détestation, si je puis dire, ils se sont détestés pendant 7 ans, du jour au lendemain, comme ça, avec l'appui certainement du Khalif général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, finalement, ils se sont retrouvés comme ça, sortis immédiatement après la prière, avec les deux mains en l'air, etc., en train de se congratuler, tout va bien, etc. Tout le monde en a parlé pendant tout ce week-end-là. Le lendemain, il y a Khalifa Sall qui est sorti de prison, etc. Donc tout va bien. On a eu à espérer que, maintenant que c'était fini, que c'était les intérêts du pays qui étaient mis en priorité, et que même, il faut espérer que Karim Wade puisse revenir de Doha, et que tout va bien, et que peut-être même, éventuellement, il pourrait, dans un avenir proche, ou plus ou moins proche, rentrer dans le gouvernement du Sénégal. On a spéculé de partout. Beaucoup de spéculations. On a beaucoup de spéculations. Tout le monde en a parlé. Maintenant, on se dit, mais elle est où la vérité finalement? Puisque surtout, une dizaine de jours après, Abdoulaye Wade a été rencontré Macky Sall au niveau du Palais de la République, 4 heures d'horloge. Ils ont discuté, c'était une cérémonie, etc. Tout le monde l'a accompagné et tout va bien, on fait comme si de rien n'était, on a tout oublié. Maintenant, c'est quoi la suite véritablement? Quels sont les intérêts par rapport aux Sénégalais lambda? Cette réunification, si je puis dire, de ces deux personnalités, anciennes présidents de la République. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire après? Et les Sénégalais dans l'histoire, et la vérité par rapport à justement ces 138 milliards que Karim Wade aurait dû payer pour revenir, etc. Pourquoi Karim Wade est parti? Dans quelles conditions il est parti avec le procureur de Doha, etc. Comment cela se fait-il que ça soit aussi rapidement que ça s'est fait, avec cette sortie immédiate de Rebeuss, passer par fin de résidence, rencontrer Serigne Moustapha, Khalif de Serigne Sidi Mokhtar, et puis immédiatement il y a le jet privé qui attendait au niveau de l'aéroport, et puis à 2h45 du matin, Karim Wade était déjà parti alors qu'il venait à peine 18h45 sortir de Rebeuss. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette rapidité? Comment il a été signé? Quels sont ce décret, je dis bien, quelles sont les conditions de cette grâce-là? Y a-t-il véritablement un protocole? Ou est-ce que Karim Wade, finalement, a été victime tout simplement de transfèrement? Oui, c'est une bonne question. Je me suis toujours posé la question, mais jamais eu la réponse. Parce que finalement, ce sont les autres qui le savent. Parce que finalement, ça peut se faire. C'est pour ça que j'ai toujours pensé, sans avoir formellement les preuves, que Karim Wade est en prison à Doha. Karim Wade n'a pas eu la possibilité de partir de Doha, jusqu'à aller à Paris, rencontrer ses parents, etc., sa petite maison natale, et entre autres. Il ne l'a pas fait, il n'est pas sorti de Qatar, sauf peut-être sans aucune forme véritablement de vérification, aller chercher une carte, je sais pas quoi, une carte d'identité au Koweït, etc. Sinon, il n'est jamais sorti. Thierno Tall l'aurait également vu à Kigali. Qu'il a eu, oui, sans aucune... Voilà, tout le monde en parle. Donc, véritablement, et les Sénégalais, Moustapha, est-ce que qu'en est-il pour les Sénégalais finalement? Est-ce que Karim Wade nous doit de l'argent? Est-ce que Khalifa Sall nous doit de l'argent? Est-ce que les autres? Est-ce que tout le monde? Est-ce que tous ces procès-là, à n'en plus finir, qui finissent dans le panier de la ménagère du marché Tilène, tous ces écrits qui ont été faits, ça n'a pas servi à grand-chose. Je crois qu'il faudrait revenir à la raison et puis dire la vérité aux Sénégalais. C'est sympa qu'ils se congratulent que tout va bien, parce qu'il faut assurer une paix sociale. Et puis même, il est dit que Abdoulaye Wade, que Macky Sall plutôt, l'actuel président de la République, aurait besoin de Abdoulaye Wade pour finir certains de ses projets, parce qu'il est un petit peu en blocage aussi par rapport à son travail. Regardez, 7 ans, qu'est-ce que Macky Sall a fait concrètement pour ce pays? 7 ans. Si ça se trouve, il va rester 12 ans sans faire grand-chose. Il a envie de profiter de ces 4 ans et demi qui lui restent pour éventuellement essayer de concrétiser des choses et puis sortir en tout honneur et puis espérer. Alors, ça nous ramène un peu à la guerre de succession au sein de la paix, mais qui ne concerne pas que la paix. Aujourd'hui, ils sont nombreux à penser à la succession de Macky Sall. On croyait Karim Wade hors du jeu. Ensuite, on a repensé à lui après la rencontre Abdoulaye Wade-Macky Sall et tout ce qui s'est passé après. Idrissa Seck qui est à côté, qui est certainement intéressé par tout cela. D'ailleurs, il devrait parler cet après-midi. Alors, la question que l'on se pose finalement, c'est la même question que Alioune Sow se pose. Mais c'est quoi le projet? Quand on sait que quelques jours après ces retrouvailles-là, on pensait que l'affaire Karim Wade, on va vers une réhabilitation. Le pouvoir nous dit non, il n'en est pas question. D'ailleurs, les deux magistrats qui ont évoqué ça ont été tout simplement virés. Bakary, cette affaire-là, c'est quoi le projet du pouvoir? Peut-être, si on interroge un peu le prince de Machiavel, on peut en savoir davantage. Je pense qu'il y a de la ruse,
il y a de la comédie dans cette affaire. Absolument. Moi, je le pense profondément. C'est-à-dire que les deux magistrats, disons, ont été, disons, de mon point de vue, remerciés pour servir de brouillage, n'est-ce pas, de la piste. Voilà. Pour moi... Parce que peut-être qu'ils ont parlé trop tôt. Pour moi, oui, qu'ils aient parlé trop tôt ou non, là n'est pas la question. C'est-à-dire que, de mon point de vue, tout ça, peut-être même ça a été mis en scène. Pour moi, c'est une mise en scène pour montrer que, de mon point de vue, c'est comme ça, c'est l'hypothèse que je pose. C'est pour montrer que le pouvoir n'a absolument rien à voir. Je veux dire, l'État est indépendant. Le président Macky Sall et le président, disons, Abdelawad peuvent se retrouver. Oui, ça n'a c'est rien leur à voir affaire. avec... Mais le fonctionnement, n'est-ce pas, de l'État et le fonctionnement de l'État, institutions. donc ça, vraiment l'indépendance des institutions. C'est cette image qu'on a voulu projeter. Voilà. Mais est-ce que c'est l'image reçue? C'est ça la véritable question. C'est cette image qu'ils ont voulu projeter, mais moi, ce n'est pas de mon point de vue l'image, n'est-ce pas, que j'ai reçue. Parce que, moi, je dis, dans tous les cas, Maître Wade ne va pas se donner autant de temps, ne va pas se donner autant de peine, pardon, vraiment à aller rencontrer, voilà, et ensuite même le président projette d'aller le voir chez lui. Vous pensez qu'il va se donner autant de peine, pour prendre vraiment pour zéro? Non, il faut pas rêver. Pour moi, ils sont en train de nous mettre sur la mauvaise piste, en sachant que eux, la piste qu'ils ont visée, ils l'ont toujours en ligne de mire. C'est ça la vérité. La ligne de mire, de mon point de vue, c'est carrément, disons, amnistié. Même si aujourd'hui, même si Karim, lui, il ne veut pas être amnistié, il exige, n'est-ce pas, la révision du procès. Parce que s'il est amnistié, les gens diront, oui, de toute façon, on est effacé vraiment. Mais c'est Macky Sall qui a pardonné et tout. Donc lui, il veut une révision du procès. Est-ce que le Sénégal acceptera d'aller jusque-là? Voilà toute la question. Mais dans tous les cas, pour moi, le projet de Wade, il est clair. Il veut que son fils soit réhabilité et il aura gain de cause. Mais je l'avais dit au départ, après la rencontre, n'est-ce pas, de Marcel Koudjinan, quand les deux se sont rencontrés, j'ai dit, dans tous les cas, ceux qui s'attendent à ce que, disons, Karim Wade soit, disons, plus ou moins réhabilité dans un mois, dans 2 mois, se trompent. Ça se fera à quelques encablures, n'est-ce pas, de la présidentielle. C'est pas maintenant. Donc, ils vont endormir le Sénégalais. Parce que, évitant de poser les vraies questions, voilà, c'est cela. Ils vont nous endormir. Et ils ont fait croire que le pays, ça ne va pas du tout. Donc, le fait que les deux se retrouvent, donc c'est la paix. Attends, de qui se moque-t-on? Le pays va bien. Dites-moi quels sont les problèmes qu'il y a au point que vraiment non, il faut qu'on arrête. Je pense qu'on est en train de jouer avec les Sénégalais et de plus en plus, il y a des Sénégalais, n'est-ce pas, qui ne vont pas se laisser faire. Grand merci à vous, Bakary Domingo Mané. Je rappelle que vous êtes journaliste, analyste politique, formateur. Vous étiez avec Alioune Sow, mon cher ami Alioune Sow, les invités de ce numéro d'Actu en 7 qui est à présent terminé. Grand merci à Amdi Moustapha qui nous accompagne du côté de la régie. Mesdames et messieurs, merci de la fidélité. On se retrouve samedi prochain, Inch'Allah, pour un autre numéro d'Actu en 7. Bien à vous. Cercle des Arts, une émission culturelle et artistique que Walfadjri vous propose, une émission qui vise à promouvoir